Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de fin d'études concernant le thème suivant. Les changements de paramètres biologiques pendant le mois de Ramadan. Pour ce faire, je vais aborder le plan suivant. Premièrement, je vais commencer par une introduction. La première partie que je vais exposer, c'est la physiologie du jeûne pendant le mois de Ramadan. Ensuite, les changements des paramètres biologiques. Et finalement, la partie pratique qui est méthode, résultats et discussion. Et je vais finir par une petite conclusion. Donc pour débuter, mon introduction est la suivante. Le Ramadan est un mois sacré caractérisé par la privation hydrique et énergétique de l'aube au coucher du soleil. Sa durée varie de 12 heures à 18 heures. Beaucoup de patients souffrant de maladies chroniques, notamment les diabètes, choisissent de jeûner durant le mois de Ramadan, et cela en dépit de recommandations des médecins à certains patients à risque de s'abstenir de jeûner. Eh bien, dans ce projet de fin d'études, on se propose d'étudier les changements de ces paramètres biologiques, notamment la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le cholestérol HDL, LDL et cholestérol total, et finalement les triglycérides chez des patients diabétiques jeûneurs avant, pendant et après le Ramadan. Le premier axe de mon projet de fin d'études, c'est la physiologie du jeûne de Ramadan. Donc pour débuter, premièrement, je vais parler des différents substrats énergétiques. Donc comme vous voyez sur cette planche, il y a effectivement les protéines, les glucides, les lipides et l'éthanol. Les lipides sont des substrats les plus énergétiques. Donc comme vous voyez, 1 g de lipides correspond à 9 kcal. Ensuite l'éthanol, pour 1 g d'éthanol, on a 7 kcal. Donc l'éthanol ici, c'est un substrat très calorique. Et également, on trouve les glucides. Il y a pour 1 g de glucides, on a 4 kcal. Et 1 g de protéines, on a aussi 4 kcal. Deuxièmement, je vais parler sur l'utilisation de ces substrats énergétiques dans une cellule normalement alimentée. Donc, les substrats énergétiques sont apportés par l'alimentation. On distingue 3 périodes en fonction de temps qui séparent la dernière prise alimentaire. Ces 3 phases ou 3 périodes sont la post-prandiale, la post-absorptive et le jeûne. Pour les glucides, donc ils sont oxydés généralement en période postprandiale par les tissus insulino-dépendants et en permanence par les cellules non insulino-dépendantes, notamment le cerveau et les reins. Pour les lipides, ils sont oxydés en phase post-absorptive et également en phase de jeûne. Pour les protéines, donc ils sont oxydés en cas d'afflux important par le foie, effectivement en phase postprandiale. Eh bien, comme vous voyez sur cette planche-là, elle résume le métabolisme postprandial du glucose. Comme vous voyez, dans 90 g du glucose qui se trouve dans la circulation, le corps peut stocker 2 g de glucose sous forme de glycogène au niveau du foie et 15 g sous forme de triglycérides au niveau du tissu adipeux et 25 g sous forme de glycogène au niveau du muscle.
Il peut également oxyder 15 grammes au niveau du cerveau pour servir comme énergie et 22,5 grammes au niveau du muscle pour servir aussi comme énergie et 7,5 grammes sous forme de lactate pour l'énergie au niveau du rein. Maintenant, je vais parler sur les principaux organes du métabolisme énergétique. Eh bien, comme vous savez que les principaux organes consommateurs d'énergie, ce sont le cerveau et le muscle. Donc le cerveau, sa source d'énergie, eh bien, c'est le glucose et les corps cétoniques. Et aucune forme de stockage à ce niveau-là. Pour le muscle, la source d'énergie sont les réserves de protéines et les réserves de glucose. Les réserves de glucose sont utilisées uniquement pour son propre usage. Ensuite, les organes de maintien. Ils permettent l'apport permanent de substrats aux différents organes par les interconversions. Eh bien, ces organes sont le foie, qui est en réserve de glucose sous forme de glycogène, et en petite quantité sous forme de triglycérides. Les tissus adipeux sont les réserves de triglycérides et sources d'énergie. Et finalement, les organes excréteurs, ce sont les reins excrètent les résidus non volatiles et les poumons qui éliminent le CO2 et enrichissent le sang en oxygène. Donc, pour finaliser la partie physiologie du jeûne de Ramadan, je vais parler sur un processus très important qui est l'adaptation métabolique. Eh bien, les premières 30 heures, le corps puise dans les stocks musculaires et hépatiques de glycogène. La fabrication du glucose est assurée par la glycogénolyse. Au-delà de ce délai, les réserves de glycogène étant épuisées, une double bascule métabolique se met progressivement en place. Premièrement, la néoglycogénèse qui va produire du sucre à partir des protéines. Et il y a également la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses qui constitue nos réserves à plus long terme. Et finalement, très rapidement, en espace d'une douzaine d'heures, l'organisme transforme les graisses corporelles en corps cétonique. La consommation de protéines se fait essentiellement aux dépens de la masse musculaire. Pour mieux expliquer ce que je viens de dire, je vais utiliser la planche qui est juste à côté et qui a comme titre la consommation du glucose, son apport extérieur. Eh bien, comme vous savez, en période de jeûne, la glycémie diminue. Ceci entraîne une diminution d'insuline, hormone pancréatique, et parallèlement une augmentation du glucagon, aussi une hormone pancréatique antagoniste de l'insuline, et aussi une augmentation d'adrénaline, la noradrénaline et les hormones de croissance. Eh bien, l'organisme va utiliser d'autres substrats qui sont libérés par d'autres voies, notamment les acides gras qui sont libérés par la lipolyse, ce qui favorise la voie de la néoglycogénèse au-delà de 30 heures. Les corps cétoniques qui sont en excès vont se convertir en corps cétoniques pour être utilisés par le cerveau en cas d'épuisement du glucose. Et finalement, le jeûne comporte deux phases. Une phase d'adaptation qui dure environ 10 jours,
d'un régime classique à une restriction. Et en phase d'équilibre, l'organisme surmonte ainsi ces difficultés en phase d'équilibre. Donc maintenant, je vais parler sur l'axe principal de ce projet de fin d'étude, qui est le changement des paramètres biologiques pendant le mois de Ramadan. Donc je vais commencer par ce changement de paramètres biologiques chez des personnes saines. Eh bien, en période de jeûne de Ramadan, on va constater qu'il y a modification du rythme alimentaire. Et ceci va entraîner des modifications de l'hémostase lipidique, glycidique et protéique. Cette modification du rythme alimentaire va entraîner des effets qui sont sans conséquences pathologiques au niveau de l'hémostase glycidique et protéique, et reste son effet, c'est-à-dire un effet bénéfique au niveau de l'hémostase lipidique. Et bien, pour l'hémostase protéique, il y a modification lorsqu'on a une augmentation de taux de protéines totale, ou bien de l'albuminie, ou bien des acides uriques, ou bien des urines. Et ceci est entraîné par un catabolisme protéique durant la journée, ou bien la déshydratation, également une diminution de la sécrétion rénale, ou tout simplement une augmentation du système de purine durant la période d'alimentation nocturne. En général, l'ensemble de ces modifications biochimiques reste dans les valeurs physiologiques et n'entraîne aucune pathologie chez les personnes saines. Toujours dans la même partie, je vais parler du risque du jeûne sur la femme enceinte et allaitante. Eh bien, le risque du jeûne sur la maman va entraîner une augmentation de vomissement, une augmentation d'anémie, ou bien une infection des voies urinaires, ou une augmentation du niveau de cortisol maternel. Parallèlement, il y a un risque de réduction du volume respiratoire fœtal et un risque de réduction du poids et de taille à la naissance et à l'âge adulte chez son fœtus. Comme précaution nécessaire, donc, il faut prévoir une consultation pré-ramadan. Il faut aussi s'informer de la nutrition adéquate et s'informer des risques éventuels de jeûne pendant la grossesse et l'allaitement. Donc, pour continuer, je vais parler sur les troubles du sommeil. Il est donc important aussi d'être conscient de l'effet des changements des horaires de repas et du sommeil. Le jeûne de Ramadan va entraîner un changement de rythme de vie, suite à des modifications des habitudes de vie. Ce changement du rythme de vie va impliquer du sommeil, changement de repas, une alternance repos-activité à moindre échelle. Ceci va entraîner une rupture importante des rythmes chronobiologiques et une restriction de sommeil. Maintenant, je vais parler sur les changements de paramètres biologiques au cours du jeûne de Ramadan chez les personnes atteintes de diabète et autres pathologies. Bon, pour les diabétiques, on distingue deux types de diabète. Diabète type 1 et diabète type 2. Pour le diabète type 1, il n'y a pas de production endogène d'insuline par le pancréas. Par conséquent, l'apport d'insuline dépend entièrement des injections. Le diabète type 2, l'insuline endogène est encore sécrétée, mais de façon inadéquate ou inadaptée, et ainsi le glycagon sera prépondérant dans ce cas.
Donc, pour le jeûne de Ramadan, les mécanismes d'adaptation seront défectueux ou non défectueux. S'ils sont défectueux, donc le personne diabétique va s'adapter et son adaptation sera optimale et ainsi on aura un équilibre normal. Si le mécanisme d'adaptation est défectueux, donc le patient aura une difficulté d'adaptation et l'équilibre sera perturbé. En conséquence de ce mécanisme d'adaptation défectueux, on aura une réponse inadéquate aux hypoglycémies, également un excès de libération du stock d'énergie et également une tendance à la cétogénèse. Donc, comme vous savez, chez les diabétiques, le jeûne pendant le ramadan est associé à plusieurs risques, notamment l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, la déshydratation et l'acidocétose. Ce tableau résume les risques de jeûne pour le patient avec diabète. Donc, l'hypoglycémie elle est très fréquente chez les diabétiques. La déshydratation est très fréquente. L'hypoglycémie elle est fréquente. L'acidocétose diabétique peu fréquente. Maintenant, on va aborder le changement de paramètres biologiques au cours du jeûne de Ramadan chez des patients avec autres pathologies, notamment le cancer. Comme vous savez que normalement le cycle cellulaire est doté d'un système de régulation. Eh bien, les cellules saines conservent les mécanismes de régulation du cycle cellulaire fonctionnels. En cas de jeûne, il y a arrêt du cycle cellulaire et déclenchement d'autophagie. Et par conséquent, il y a élimination des métabolites et élimination des radicaux libres, par exemple des radicaux libres produits par chimiothérapie. Parallèlement, lorsqu'il y a déclenchement de facteurs qui favorisent la prolifération de cellules cancéreuses, notamment la mutation, la translocation et l'amplification oncogénique. Donc ces cellules cancéreuses au cours de jeûne se trouvent affaiblies vu le manque de glucose. Eh bien, également, on a arrêt du cycle cellulaire et déclenchement d'autophagie. Et par conséquent, donc, le jeûne empêche le passage en mode de résistance au stress et favorise l'induction de l'apoptose ou de la nécrose suite aux dommages cellulaires causés par la chimiothérapie. La dernière partie de ce projet de fin d'étude, ça concerne la partie méthode, résultats et discussion. Sur cette partie, je vais aborder deux cas d'études qui ont été publiés sur des articles. Le premier cas d'étude, ça concerne des patients maliens atteints de diabète type 2 et le deuxième cas d'étude sur des patients marocains diabétiques de type 1 et 2. Donc, en commençant par le cas d'étude sur des patients maliens atteints de diabète type 2, alors la partie patients et méthode. Cette étude a été conduite auprès de 25 sujets fréquentant le Centre national de lutte contre le diabète à Bamako, qui ont observé le jeûne du Ramadan en 2010. Les paramètres biologiques ont été évalués un mois avant le Ramadan, au cours de la 4e semaine du Ramadan T1 et un mois après la fin du Ramadan T2. Le résultat de cette étude a donné que pour la glycémie, la valeur a augmenté pendant le Ramadan par rapport à la valeur qui a été observée avant le mois de Ramadan. Cette augmentation n'a pas été maintenue pendant T2, c'est-à-dire un mois après la fin du Ramadan.
Également, pour l'hémoglobine glyquée, ils ont observé que à T2, c'est-à-dire un mois après la fin du Ramadan, une élévation de la valeur de l'hémoglobine glyquée par rapport à T0, c'est-à-dire avant le mois de Ramadan. Cette perturbation a été plus marquée chez les patients qui ont arrêté ou qui ont réduit leur dose médicamenteuse. Pour le bilan lipidique, eh bien, le cholestérol total, le cholestérol HDL et la ration total, cholestérol total cholestérol HDL a subi une diminution pendant le mois de Ramadan par rapport à T0, c'est-à-dire avant le mois de Ramadan. Et bien cette diminution a été maintenue après le mois de Ramadan, c'est-à-dire à T2. Donc comme discussion sur cette partie, donc l'étude montre un effet plutôt défavorable du jeûne sur le contrôle glycémique chez les patients maliens diabétiques de type 2, vraisemblablement en lien avec les perturbations dans la prise de la médication orale pendant le Ramadan. En revanche, les lipides sanguins de ces patients sont nettement améliorés lors du mois de Ramadan et même après. Donc la deuxième étude concernant cette partie méthode, résultats et discussion, ça concerne une étude faite sur des patients marocains diabétiques de type 1 et 2. Cette étude a montré une diminution de la glycémie à jeûne et une augmentation de la fréquence des hypoglycémies sévères pendant le Ramadan qui ont été rapportées dans une population comprenant des patients diabétiques de type 1 et 2. Cependant, chez les personnes diabétiques de type 2, il a rapporté que le jeûne de Ramadan n'altère pas la glycémie. Plusieurs études ont montré aussi que l'hémoglobine glyquée sérique ne change pas pendant le jeûne de Ramadan. Dans certains cas, le taux de l'hémoglobine glyquée diminue durant ce mois. Pour l'acide urique, ils ont observé que la valeur de l'acide urique augmente au cours de ce mois de Ramadan chez les patients diabétiques. Le même résultat est observé chez des personnes saines. Cependant, l'effet du jeûne de Ramadan sur les lipides métaboliques, certaines études ont montré que le Ramadan du jeûne ne modifie pas les triglycérides et les LDL totaux et le taux de cholestérol HDL. Cependant, plusieurs études ont rapporté une diminution des triglycérides et une augmentation de cholestérol total HDL et LDL. Enfin, comme conclusion pour ce travail de PFE concernant le changement des paramètres biologiques au cours du jeûne de Ramadan, eh bien, le jeûne du mois de Ramadan semble améliorer le bilan lipidique, mais qu'il altère de façon significative l'équilibre glycémique chez les diabétiques de type 2. L'impact du Ramadan paraît particulièrement marqué chez ceux qui ont des difficultés à adapter leur traitement médicamenteux. Pour les patients avec diabète type 1 qui jeûnera pendant le Ramadan peut être mieux géré avec l'insuline à absorption rapide. Donc, bien que plusieurs études aient montré que le jeûne de Ramadan avait un effet
protecteur sur la santé. Les patients doivent en effet consulter leur médecin pour jeûner pendant le ramadan. Et merci de votre attention.